Voilà, de retour pour la troisième partie, le sprint final, toujours avec Thierry Messant en direct de Damas. Je vais prendre en priorité en plus vos questions. Thierry, toujours avec nous, tu nous Oui, entends? oui, toujours. Ok, voilà, parce que bon, il peut y avoir des petits soucis de connexion. Il y a une question qui revient souvent, on me demande quelle est la raison du positionnement de Trump vis-à-vis de l'Iran, et qui on l'a trouvé un peu sévère en fait, et on comprend pas trop en fait cette position-là. Euh, alors, je pense que dans ces actes et ces déclarations, il y a des messages qui ne peuvent se comprendre qu'en connaissant la situation là-bas. Donc, en Iran, il y a deux pouvoirs qui se rivalisent et qui se livrent une lutte féroce. Il y a d'un côté le président Rouhani et de l'autre côté les gardiens de la révolution. Et l'ensemble de ce système trouve un équilibre autour du guide de la révolution, l'ayatollah Khamenei. Alors là, dans un premier temps, il a remis en cause l'accord 5+1, l'accord sur le nucléaire. Ouais. Alors, objectivement, cet accord est une catastrophe pour l'Iran, pas pour les États-Unis. C'est une catastrophe pour l'Iran. Et ceux qui ont signé cet accord sont, à mes yeux, des traîtres à leur patrie. Enfin, ça, bon. S'il annonce qu'il va remettre en cause cet accord, il rend un très mauvais service au président Rouhani, qui a été élu pour cela et qui n'en a toujours pas tiré les bénéfices, en fait. Donc, il suffit de dire ça pour être à peu près certain que Rouhani ne sera pas réélu. Puis, il a pris des sanctions contre des officiers qui auraient participé au dernier test de missiles. Alors, ces sanctions sont purement théoriques, puisque ces officiers ne risquent pas de venir aux États-Unis et n'ont pas des comptes bancaires à Wall Street. Bon, donc, ça, ce deuxième message fait une sorte d'équilibre. C'est un message contre les gardiens de la Révolution. Donc il est difficile de savoir sur qui il va s'appuyer, uniquement en regardant ces messages. Cependant, on se souvient que M. Trump est aujourd'hui un républicain, même si ce n'était pas sûr pendant la campagne électorale, mais actuellement il est soutenu par le Parti républicain, puis il Tout à s'appuie fait. dessus. Or, les républicains ont historiquement toujours été les alliés des gardiens de la Révolution, tandis que les démocrates ont toujours été historiquement les alliés du clan Rafsanjani-Rouhani. Donc moi, ce que je pense, c'est que voilà, ils vont continuer à s'insulter mutuellement pendant quelque temps, et que dès qu'il y aura une nouvelle campagne électorale, il y aura des déclarations fracassantes des États-Unis qui vont faire chuter le président Rouhani et que son successeur fera des cadeaux aux États-Unis. D'accord. Donc on peut voir ça un peu comme ça. On me demande aussi que penser du fait que le président Trump ait signé 2 décrets visant à détricoter les règles qui ont encadré la finance après la crise 2008. Bon, on a parlé déjà aussi tout à l'heure. Les lobbies bancaires ont salué cette décision. Vraiment anti-système, Donald, dans Non, c'est ce que j'expliquais, que cette loi créait une tutelle du Trésor des États-Unis sur les banques. sur les banques. Ouais. Voilà. Donc que les banques saluent le détricotage de cette loi, c'est bien normal. Alors, on me dit aussi, pourquoi le décret de Donald Trump limitant l'immigration à 7 pays ne concerne-t-il pas l'Arabie Saoudite? Parce que... Parce qu'il n'y a aucune raison de l'Arabie Saoudite. Parce que personne n'a compris le sens de ce décret. ah, Donc, le ça fait scandale, président. alors explique-nous. Ouais. Oui, mais c'est un scandale de totale mauvaise foi. Ce que le président Trump a décidé, c'est qu'il allait limiter l'immigration et qu'il ne donnerait
la carte verte qu'à 50 000 personnes cette année. Bon, très peu, quoi. Et il a donc décidé qu'il allait demander une vérification particulière de tous les gens qui veulent avoir un visa pour aller aux États-Unis, de manière à ce qu'il n'y ait pas des personnes suspectées de terrorisme qui viennent chez lui. C'est logique jusque-là, vous êtes d'accord? Ouais, jusqu'à là, tout va bien. Oui. Et mesure de police administrative, que fait-on quand on ne peut pas vérifier l'identité et le cursus des gens? Eh bien, il y a 7 pays sur lesquels on ne peut rien vérifier. Donc, pour ces 7 pays, on suspend toute entrée pendant 3 mois, le temps qu'on trouve un moyen de récupérer des informations sur ces gens-là. Donc, jusque-là, c'est normal. Ouais. Alors, ces 7 pays, c'est une liste qui a été établie. Alors, le décret renvoie à la liste, ce n'est pas le décret qui donne la liste, hein. Cette liste a été établie par l'administration Obama, pas par l'administration Trump. Il s'agit de 7 États dans lesquels on ne sait pas ce qui se passe. Alors, par exemple, ici en Syrie, il n'y a plus d'ambassade et plus de consulat du fait de l'administration Obama. Donc, il n'est pas question pour lui de faire rentrer des Syriens quand il ne peut pas savoir qui sont ces gens-là. Jusque-là, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait cohérent, donc, parce que dans la liste, alors, reprécisons, il y a... Et c'est pas tout. Oui. Il précise dans son décret, bon, ça c'est la règle générale, mais il y aura certainement des cas particuliers, des gens qu'on connaît, et dans ce cas, le département d'État ou le département de la sécurité de la patrie peuvent accorder un visa. Donc, où est le problème? Je ne sais pas. Oui, parce qu'en plus, c'est des pays, donc il y a le Yémen, la Somalie, le Soudan, la Syrie, l'Irak, et le dernier m'échappe. Mais bon, c'est des pays, effectivement... L'Iran. L'Iran c'est-à-dire aussi. les pays soit avec lesquels on n'a pas de relations diplomatiques normales, soit des pays où il y a la guerre. Ouais, parce que les États-Unis n'ont toujours pas, en plus, voilà, de représentation en Iran. Donc il est un peu normal qu'ils... Si, enfin, ils ont un début de représentation en Iran, mais ils ne savent pas encore qui sont vraiment les gens là-bas, ça c'est sûr. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment une mesure de précaution. Alors elle a été stoppée par un juge, scandale, tout... Oui, mais parce qu'aux États-Unis, on dit que c'est une mesure contre les musulmans. Oui, ils l'appellent comme ça dans toute la presse. Ouais. Mais c'est complètement absurde. La nationalité, ça n'a jamais donné la religion. Ouais. Mais parce qu'ils disent de pays musulmans, en venue de pays musulmans. C'est c'est rabâché, quoi. Oui, Trump... Voilà. Donc, alors on dit effectivement, pourquoi prendre la Syrie quand on ne prend pas l'Arabie Saoudite? Mais en Arabie Saoudite, c'est les États-Unis qui gouvernent. Ça ne leur pose pas de problème de savoir qui est là-bas. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que, en fait, c'est une mesure qui est plutôt cohérente quand tu nous l'expliques. C'est des pays avec lesquels les États-Unis n'ont pas de relation et donc c'est très difficile de savoir effectivement qui vient, qui rentre, etc. Ouais. Ça ne touche que très peu de gens. Que très peu de gens. Ici, des Syriens qui ont obtenu la carte verte l'année dernière aux États-Unis, il y en a 145. Donc, alors, pour les 7 pays, ça fait combien? Je ne sais pas, mais c'est pas énorme tout ça. C'est pas énorme, ça concerne... Oui, voilà, donc d'ailleurs, ils avaient parlé, je crois on a parlé de 200 personnes qui ont été bloquées en tout, quelque chose. Enfin, c'est pas le raz-de-marée qu'on nous a annoncé. Non, quoi. puis, mais bien sûr, mais... En plus, l'administration là-bas qui manifeste qu'elle est contre le président, il y a quand même des pétitions qui circulent dans l'administration pour saboter sa politique. Hein. Donc, l'administration, à certains endroits, a appliqué avec une grande brutalité ce décret, en disant maintenant que le décret est signé, on annule le visa qu'on vous avait donné. Mais ça, c'est pas dans le décret du tout. C'est une interprétation par des fonctionnaires qui veulent créer des problèmes. Parce que oui, voilà, Trump, il va avoir la planche, on va tenter de lui savonner la planche sans cesse à l'intérieur des États-Unis. Et pour se débarrasser, parce que justement de cet état profond, il aura besoin... En fait, c'est quoi sa meilleure force? C'est pas l'appui finalement du peuple américain, d'être soutenu. Bien parce sûr. que j'ai vu que, même sur sa mesure d'immigration,
Bon, les médias, ils sont obligés de l'annoncer à reculons, mais ils disent oui, il est soutenu en majorité. Les Américains, quand même, soutiennent ça. Ils l'ont élu pour Oui, ça. Ouais, ouais. oui, bien sûr. De même qu'ils soutiennent majoritairement sa décision sur le mur avec le Mexique. Tout à Alors fait, tout là, à fait. c'est pareil, c'est un torrent de mauvaise foi quand même. Oui, Parce ouais, que ouais. Ouais. un mur de séparation, ça ne fonctionne que si les deux États, des deux côtés du mur, se mettent d'accord pour que ça soit opérationnel. S'il n'y a qu'un côté qui impose le mur, c'est sûr, ça ne marche pas, parce que l'autre fait rentrer les gens, hein, c'est tout simple à faire. Hein. Bon. Alors, des murs qui fonctionnent bien, bah, y en a un ici en France, à Calais, qui a été construit par les Français avec l'argent des Britanniques. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Et personne s'est mis à hurler « Ah, c'est terrible, il a construit un mur !» Non. Ouais, Bon, au ouais. contraire, on a même vu des camionneurs expliquer que heureusement qu'il y avait le mur, etc. Bon, bah. Alors, ce mur a été construit au départ par l'administration de George Bush, c'est le Secure Fence Act, par l'administration de George Bush. Il a été prolongé par l'administration de Barack Obama et il s'agit de le terminer. Quand ce mur a été construit au départ, le gouvernement mexicain l'a approuvé. Parce que c'est dans son intérêt aussi, parce que dans un sens, les États-Unis se protègent d'un afflux d'immigrants, mais dans l'autre sens, le Mexique se protège d'un terrible trafic d'armes qui fait des dégâts chez lui. Donc ces choses-là, ça n'a pas changé. C'est donc toujours dans l'intérêt des deux pays que c'est fait. Même si M. Peña Nieto, là, le président mexicain, dit le contraire. Et d'ailleurs, il sait tellement qu'il est emporté dans ce qu'il dit qu'il a déclaré que peut-être il y aurait une solution si on arrivait à discuter à l'abri des médias. Oui, c'est ça, oui, c'est ça qu'il a dit. Bon. Et, alors, ceci dit, actuellement, le Mexique traverse une grave crise économique et sociale qui est partiellement la conséquence de ce mur. Mais partiellement seulement, parce que tant qu'il n'y avait que le mur, ce n'était pas un problème. Mais actuellement, il y a le mur plus le traité de libre-échange nord-américain, le NAFTA. Or, ce traité a permis aux multinationales installées aux États-Unis de délocaliser des emplois vers le Mexique. Normalement, la délocalisation, c'est un phénomène, une respiration naturelle dans l'économie. Quand on accroît les connaissances des travailleurs, les emplois en dessous de leur qualification sont délocalisés à l'étranger. Bon. Mais là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est la même chose qui s'est passé en Europe. Hein. Mais là, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé, puisque ces multinationales ont délocalisé des emplois qualifiés. L'exemple automobile. Hein. Pourquoi on a fermé des usines à Détroit et qu'on les a installées au Mexique? Il n'y a pas de raison économique en soi. Il y a simplement que les multinationales ont profité du fait qu'on payait moins cher des travailleurs au Mexique qu'aux États-Unis. C'est du dumping social, ce n'est pas la respiration normale de l'économie, ça. Alors, ça a provoqué un exode rural massif vers ces usines au Mexique. Et quand il y a eu beaucoup de travailleurs qui ont été là, les multinationales ont fait baisser les salaires. Mais le même phénomène a eu lieu en France au XIXe siècle. Il n'y avait pas de mur en France. Hein. Ça a provoqué le même phénomène. Mais là, la conséquence, c'est que les Mexicains, ayant quitté leur terre, étant venus travailler à la ville et voyant leurs revenus baisser une fois qu'ils sont arrivés là, ben ils ont cherché à avoir de bons revenus en allant aux États-Unis, c'est tout. D'accord. Donc,
Et là, il se trouve que quand même la société américaine, elle semble quand même se rebeller, en tout cas, contre cette communauté hispanique, parce que quoi, elle a pris trop de place, elle veut pas, Non, mais non, pas du tout. Mais non. pas du tout. Mais alors vraiment, moi je vois pas où ça a lieu, ça, hein. Bah parce Pas du qu'on tout. a, on a le sentiment, ils sont tous pour dire il faut faire un mur, faut se couper du Mexique, quoi. On a l'impression que, bon, il y a quand même cette idée que il y a une espèce Aux d'invasion quand même États-Unis, venue il du y a Sud. 11 millions d'immigrés illégaux, hein, c'est les chiffres officiels. 11 Ouais, millions d'immigrés illégaux. Sur ces 11 millions, il y en a 800 000 qui sont des criminels ayant fait l'objet déjà de condamnations pénales. ah oui, d'accord. Et ça fait réfléchir quand même, hein. Ouais, ouais, oui. Donc, que M. Trump dise je vais expulser ces 800 000 personnes, ce qu'il a dit dans un discours, il a dit il y a 800 000 immigrés latino-américains qui sont des criminels qui sont installés chez nous. Il parle de 800 000 personnes qui ont été condamnées par la justice. Il ne Ouais. parle pas des immigrés en général, Oui, 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 d'accord. hein. Il dit je vais les renvoyer chez eux et je construis un mur pour qu'ils ne reviennent pas. Franchement, je vois pas ce que ça a de terrible de raconter ça. D'accord. Non, parce que Et ouais, comprenons bien, hein, les problèmes dont je parlais au Mexique, ces problèmes trouveront une solution, non pas en faisant tomber le mur, mais en faisant tomber le traité NAFTA. Et Donald Trump s'est engagé à faire tomber ce traité. Laissons-lui encore, parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles il s'est engagé, hein. Laissons-lui un peu de temps pour en arriver là. d'accord. Oui, ce fameux traité qui avait été signé par George Bush, hein, il me semble bien. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, on me dit, Thierry Messant, bonsoir, que pensez-vous de l'intervention de l'ambassadrice des USA à l'ONU concernant la Crimée? Donc, bah, tu l'as un peu Ben, évoqué tout à l'heure, mais on pourrait oui, revenir. je Ouais. pense que c'est des paroles en l'air, que actuellement l'administration Trump tient des propos tout à fait incohérents selon les moments, selon les auditoires, etc. Que cette confusion est absolument nécessaire à Donald Trump tant qu'il n'aura pas obtenu la confirmation de la totalité des membres de son gouvernement par le Congrès des États-Unis, puisque sa politique, c'est le contraire de la politique qu'ont mené les parlementaires jusque-là. Donc il est forcé de leur dire oui, je suis pas vraiment pour Monsieur Poutine. Oui, c'est un criminel, ce qu'il a dit tout à l'heure. Bon, et Madame Haley vient de dire oui, bon, c'est très grave ce qui se passe en Ukraine, c'est la faute de la Russie, tout ça. Ok, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe pour de vrai. Et ce qui se passe pour de vrai, c'est que Donald Trump a reçu Madame Tymoshenko et il n'a pas reçu le président Poroshenko. Alors, on me dit le test d'un missile balistique par les Iraniens la semaine dernière a provoqué un élan d'hostilité de la part de l'administration Trump. Pourtant, ce test ne constitue en rien une violation des récents accords passés avec l'Iran. Pourquoi le... Alors, Ouais, d'abord, ça n'a pas provoqué une, euh, une effervescence de l'administration Trump, Mhm. mais ça a provoqué une effervescence à Washington dans les milieux qui ont soutenu le coup d'État du 11 septembre. Ces gens-là, tenant une partie du Congrès, il a fallu que l'administration Trump euh, montre des gages comme quoi elle n'allait pas remettre tout ça en cause tout de suite. Bon. Donc, chacun y est allé de sa petite phrase, mais si vous lisez les phrases, si vous les replacez dans leur contexte, vous avez par exemple le général Mattis qui s'est exprimé sur ce sujet alors qu'il était au Japon, et il a dit oui, oui, les Iraniens, l'Iran, c'est l'État, le principal État qui soutient le terrorisme dans le monde. Ils viennent de faire ces tirs de missiles en violation d'une résolution des Nations Unies, ce qui à la lettre est vrai et à l'esprit complètement faux. Et donc, c'est très grave, mais cependant, il n'y a pas de raison de prendre de décision particulière. Voilà. Donc voilà, il a crié avec la meute et il dit je ferai rien. D'accord.
Alors, la résolution dont on parle aux Nations Unies, c'est une résolution qui a été prise pendant l'affaire des négociations sur les questions nucléaires. Et le Conseil de sécurité avait décidé qu'il interdisait à l'Iran de développer des missiles ayant des capacités nucléaires, ce qui n'est pas le cas là. Alors le texte a été écrit d'une manière qui fait que oui, c'est écrit dedans qu'ils n'ont pas le droit de développer des missiles. Oui, c'est bien ça qui est marqué dedans, mais l'esprit du texte tel qu'il a été expliqué pendant les débats par les uns et par les autres ne fait aucun doute. On ne parle pas des missiles en général, on parle du fait qu'on veut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. C'était une posture, hein, puisque chacun sait que le programme nucléaire militaire de l'Iran s'est arrêté en 1989 sur l'ordre de l'imam Khomeini, qui a fait une fatwa à ce moment-là, en expliquant que c'était une arme de destruction massive, que l'Iran, qui était en guerre contre l'Irak, qui avait été agressé par l'Irak, que l'Iran devait cesser toute fabrication d'armes de destruction massive, qu'elles soient chimiques, biologiques ou nucléaires. Donc il n'y a pas du tout eu de recherche dans le nucléaire militaire depuis 1989 en Iran. Alors, on me demande aussi, pour parler un peu justement de ces manifestations anti-Trump, on me dit, voilà, qui est derrière ces organisations, et en particulier le lien avec, évidemment, le plus connu, George Soros, parce que on sait qu'il est un peu en ligne de mire, il finance derrière, puis il y a Michael Moore aussi, puis d'autres personnalités comme ça, là, qui agitent un peu les foules. Bon, alors, George Soros s'est avéré parce que c'est lui qui a financé la manifestation du 21 janvier par l'intermédiaire d'associations féministes. Ouais. Ce qui a amené le président Trump à signer un décret interdisant à ces associations féministes de bénéficier à la fois des fonds fédéraux et de subventions étrangères. Alors, on a dit il est contre l'IVG parce qu'il a signé ça, mais il n'est pas contre l'IVG, il est contre George Soros, c'est pas pareil. Hein. Bon. Non. Ça, on a identifié une source de pour financer ces manifestations, mais il y a bien d'autres groupes qui sont en jeu et il y a des forces aux États-Unis même, évidemment, qui sont en jeu. Actuellement, l'ancien président Obama et Mme Clinton mènent des négociations, des tractations à Washington et veulent constituer un shadow government à Washington pour suivre le travail de M. Trump. Et d'après des documents qui circulent là-bas, il est prévu qu'éventuellement, ce shadow government pourra devenir un gouvernement en exil. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, ils n'envisagent pas de laisser Trump, en fait, faire sa politique. On va tout faire pour lui non, mais il y a deux visions complètement différentes des États-Unis. C'est l'un ou c'est l'autre. Ça ne peut pas être les deux. Et les gens qui ont accaparé le pouvoir depuis 70 ans ne veulent pas le laisser. Ils ne veulent pas le laisser. Parce que dans son c'est bien, hein, on nous parle de l'alternance. L'alternance entre républicains et démocrates, oui d'accord. Mais c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir, qu'ils soient républicains ou qu'ils soient démocrates. Le meilleur exemple, c'est les néoconservateurs qui changent à chaque élection de camp. Hein. Un jour, ils étaient démocrates. Avec Reagan, ils sont devenus républicains. Ils sont restés républicains avec Bush senior. Ils sont devenus démocrates avec Bill Clinton. Ils sont redevenus républicains avec George Bush le fils. Ils sont redevenus démocrates avec Barack Obama. Vous avez même Madame Nuland qui s'est retrouvée l'adjointe
de Madame Clinton au secrétariat d'État. Et voilà, bon, ils changent tout le temps de camp. Mais cette fois-ci, c'est eux qui sont mis à la porte. Alors là, cette fois-ci, il n'y a plus d'alternance. Mais oui, en plus, il s'est empressé de virer Madame Nuland, Trump. Alors, Oui, pas seulement elle. pas seulement, ouais. Donald Trump avait adressé une lettre avant sa prestation de serment à la totalité des diplomates en poste à l'étranger, dans tous les États et dans les organisations internationales, en leur disant que quand il aurait prêté serment, ils étaient libérés de leurs fonctions. Tous, tous. Donc comme ça, Et, ouais. à ce moment-là, bon, c'est pour ça qu'il a été très rapide pour nommer l'ambassadrice aux Nations Unies, parce qu'il n'y avait plus personne, nulle part. Juste, il avait nommé l'ambassadeur en Chine et l'ambassadeur en Israël. Voilà, tout le reste sont de... Il a Tout complètement le reste, ils sont rénové, décapités. voilà. L'ambassadeur à Paris, c'est terminé. Ouais. Donc on peut quand même voir des changements. Alors, on me demande aussi, en Orient, les derniers pays arabes résistent à un projet de morcellement du Chem. En Occident, le Maroc et l'Algérie sont les derniers pays arabes debout. Sont-ils sur la sellette? Pardon, j'ai pas bien entendu. Est-ce que le Maroc et l'Algérie peuvent craindre d'être à leur tour l'objet de, on va dire, bah, pareil, d'un complot pour les déstabiliser, quoi? Le projet initial des États-Unis consistait à remodeler le Moyen-Orient élargi. Alors, remodeler, ça veut dire changer les frontières. Oui. Le Moyen-Orient élargi, ça va du Maroc jusqu'à l'Afghanistan. Et même parfois, ils comptent le Pakistan, mais jusqu'à l'Afghanistan. Et dans toute cette zone, il était prévu de fragmenter la totalité des États, qu'ils soient amis ou ennemis, peu importe, de sorte qu'il n'y ait pas d'État de plus de 10 millions d'habitants. C'est ce qu'ils ont écrit. Hein. Bon, voilà. Alors, évidemment, le Maroc et l'Algérie, ça fait partie de la liste. Ou plutôt, ça fait partie de la région qu'il faut remodeler. Alors maintenant que l'administration Obama est partie, est-ce que ce projet va continuer? S'il continue, ça sera contre la Maison-Blanche. Et ça paraît quand même difficile de mener ce type d'opération contre la Maison-Blanche. Mais moi, je constate que ces forces-là, pour le moment, dans cette région, elles se concentrent sur la Turquie, qui est au bord de l'implosion. Donc, ça laisse du temps au Maroc et à l'Algérie, et on espère que Donald Trump aura réussi à changer les choses avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, la deuxième cible, c'est Donald Trump lui-même. Ces forces qui ont détruit plusieurs États de cette région sont prêtes à détruire les États-Unis eux-mêmes. Et Donald Trump, il peut craindre un peu pour sa personne, parce que ça, c'est bon, ça a été envisagé, mais que voilà, ses forces se retournent vraiment contre lui pour envisager de l'éliminer carrément. Ou est-ce que c'est une possibilité? Ouais. Dans la presse aux États-Unis, on parle partout d'abord comment on peut faire pour destituer le président Trump. Et certains parlent de comment peut-on faire pour l'assassiner. Il y a même des comptes Facebook qui ont été ouverts où les gens peuvent verser de l'argent pour payer un tueur à gages qui assassine le président Trump. Bon. Ah, d'accord. Oui. Et Facebook ne trouve pas ça terrible, hein. C'est normal, il paraît. Bon. Donc, il y a un vrai souci pour lui. Et c'est pour ça que les 3 premières personnes qu'il a nommées dans son administration, c'est les 3 responsables de la sécurité nationale. Je disais au début, les généraux Flynn, Mattis et Kelly. Et comme ça, il enlève la possibilité. Comme ça, il limite un peu les choses. Mais on n'est jamais protégé. Hein. Ça, oui, bien sûr. Quand on a une cible comme ça...
Mais là, pour le coup, c'était parce que c'est très aussi nouveau de mettre des généraux à ce poste-là aux États-Unis. Il y a pas, Oui. il a rompu une tradition, c'est ça qui Non, c'est voilà. pas qu'il ait rompu une tradition, c'est que euh, tous les gouvernements civils considèrent que les armées ne doivent pas être placées sous l'autorité d'un militaire, mais d'un civil. Alors, le général Matisse, je disais, bon, en 2003, il s'est opposé à Paul Bremer En en Irak. Irak, mais pendant la campagne électorale, les néoconservateurs, qui n'avaient probablement pas très bien compris les choses, ont essayé de créer une candidature du général Matisse au nom du Parti républicain contre Donald Trump à la fin de la campagne. Et le général Matisse est venu à Washington, normalement il est à Stanford, non c'est pas Stanford, enfin bon, il est habituellement en Californie, il est, il est, il est venu à Washington, il a donné plusieurs conférences, il a rencontré tout un tas de gens, tout. Puis tout d'un coup il s'est arrêté, il a refusé de rentrer dans la bataille politique. Bon. Alors, aujourd'hui, on sait clairement qu'il était en contact avec le général Flynn, etc. Mais à ce moment-là, on ne savait pas bien ce qui se passait. D'accord. Donc on lui a expliqué, en gros, ça sert à rien de te présenter parce que on a travaillé ensemble, quoi. On pourrait travailler ensemble. Absolument, absolument, absolument. On- Vous savez, ouais. pendant la période de transition, après, la presse a lancé toutes sortes de noms en disant un tel va être sûrement dans le gouvernement de Trump. Et tous les noms qui ont été lancés, Newt Gingrich, euh, John Bolton, tous ces gens-là, c'est que des gens qui ont trempé jusqu'au cou dans l'affaire du 11 septembre. Donc moi, je disais, mais c'est impossible, c'est illogique, mais je ne savais pas ce qui allait se passer. Et Trump les a laissés parler, parler, et puis finalement, il n'a nommé que des gens soigneusement sélectionnés. Parce que sur le 11 septembre, qu'est-ce qu'on peut... parce que Trump, il peut quoi? Il peut réouvrir une enquête? Il pourrait... Ça serait de la folie. S'il veut se faire assassiner, c'est la première chose qu'il doit faire. Bah, ce que Non, demandent beaucoup d'Américains, quoi. Il sera encore une fois soutenu par les Américains sur ce... il fera une enquête quand il les aura chassés, pas quand Ouais, ils sont là. ouais, d'accord. Ouais, parce que ce serait vraiment trop dangereux, ouais, c'est pour sa Oui, sécurité. oui. On me demande, Et on me dit effectivement, un de ses plus proches conseillers, Steve Bannon, a déclaré que il pourrait y avoir une guerre entre les États-Unis et la Chine d'ici 10 ans. Qu'est-ce qu'on doit penser de ces déclarations? Parce que voilà, on sait il y a quand même c'est sous tension ce qui se passe en Asie du Sud-Est. Il y a des grosses concurrences entre les pays. oui, mais pour moi, ça, c'est des déclarations exactement. Ouais, C'est ce que je disais tout à l'heure. ouais. Il faut faire plaisir aux parlementaires. D'accord. C'est juste pour leur donner un os à ronger, comme entre guillemets, mais c'est Non, pas. c'est pour leur dire ne vous inquiétez pas, on a toujours les mêmes ennemis, on est Ouais, toujours ouais, les premiers, etc. Voilà, c'est tout. Mais ce d'accord. qu'ils font, c'est autre chose. Il faut vraiment distinguer ce qui est dit dans cette période et qui est complètement contradictoire parce que Bannon va dire ça, mais un autre va dire le contraire. Hein. Il faut distinguer ce qui est dit de ce qui est fait. Ce qui est dit, c'est incohérent. Ce qui est fait, c'est très logique. On me demande aussi qu'est-ce qu'on peut penser de l'annonce de la coopération militaire russo-serbe. Et Je sais pas. non, Je sais pas. d'accord. Une coopération militaire apparemment, les Russes. Oui, oui. Alors, ouais. On me demande aussi est-ce qu'il y aurait bah ça, tu as répondu tout à l'heure, les contacts entre l'administration Trump et Assad. Tu dis que c'est des débuts de contact, c'est ça à peu près? C'est Oui, ça, oui. ça commence, on va dire. Il y a un dialogue Oui, qui oui. s'entame. Euh, Je dis ça commence. ça commence, voilà. Oui. Et qu'est-ce Tiens, qu'on peut... au passage, je voulais dire, parce qu'on dit toujours que M. Trump est islamophobe. Il a un de ses conseillers qui est un Syrien
installé aux États-Unis depuis longtemps, qui est l'auteur d'un livre sur l'islam, d'un livre très très sérieux sur l'islam. D'accord, il s'appelle comment ce conseiller pour avoir... Je cherche son nom. J'ai publié son nom, je suis désolé, là ça me... D'accord, bon, Je on le plie, cherchera, mais mais c'est intéressant ça. on peut retrouver ça dans l'article que j'ai fait sur le général Flynn. D'accord, ah oui, ok, Hein. oui, parfaitement, ok, d'accord. Bon, bah, ça on le retrouve facilement sur le site Réseau Voltaire. Euh, et justement, Trump avec Israël, c'est quoi sa position claire? Parce qu'il les a un peu fustigés, il n'y a pas longtemps, il s'est opposé, enfin, pareil, c'est un peu dans l'esprit déclaration, mais il y a quand même eu un communiqué officiel de la Maison-Blanche qui s'opposait à la colonisation. Alors, Mais c'est pareil, pour le moment, c'est impossible de savoir ce qu'il veut faire. Et pour le moment, il n'a rien fait vis-à-vis de la Palestine ou d'Israël, excepté désigner un ambassadeur. ouais. Il a désigné cet ambassadeur en fonction de son réseau relationnel, où il se trouve que lui, en tant qu'entrepreneur, il a travaillé dans cette région. Voilà. Donc, ok. Et à part ça, on ne sait pas. Il a fait une déclaration en disant qu'il était prêt à déplacer l'ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem. À Jérusalem. Oui, et alors? Où est le problème? Ça fait hurler tout le monde, mais où est le problème? Parce qu'en fait, c'est une mesure voilà, qui ne change pas grand-chose. Mais bon, les Palestiniens hurlent. Il ne change rien du tout. Tout le monde hurle en disant c'est un sioniste, il veut accomplir bon le projet israélien du Grand Israël, Mais pas du tout. etc. Voilà. Que quelqu'un lui demande s'il est prêt à déplacer, à installer une ambassade vis-à-vis de la Palestine à Jérusalem-Est. Mhm. Et alors, pourquoi pas? Ouais. Donc ça, alors il a condamné les nouvelles colonisations annoncées par Israël aussi. Il a dit que les États-Unis n'étaient pas d'accord. Oui. Il demandait à Israël de cesser. Oui. Bon. Mais le problème d'Israël, c'est pas qu'il grignote demain en rajoutant 5 ou 6 bâtiments dans le territoire palestinien. Le problème d'Israël, c'est que Israël en soi, c'est une colonie. Ouais. Ça n'est pas parce qu'Israël s'est autoproclamé indépendant en 1948. Il n'a pas été reconnu par la communauté internationale comme état indépendant. Il s'est autoproclamé. C'est Ben Gourion qui l'a fait contre l'avis de la plupart des responsables israéliens de l'époque. Donc, le fait qu'il se soit proclamé indépendant, ça ne change pas la nature coloniale de cet État. C'est la même situation que celle de la Rhodésie dans les années 60 ou 70, quand la Rhodésie, qui était une colonie britannique, comme l'était l'État d'Israël, la Rhodésie britannique s'est déclarée indépendante. Ça n'a pas changé que c'était un État colonial. Aujourd'hui, c'est le Zimbabwe. Bon. Mais moi, je trouve qu'il ne faut pas s'attacher à cette question de l'avancée progressive, le déplacement progressif de la frontière. Ce qu'il faut mettre en cause, c'est cette frontière. C'est-à-dire la remise en cause du pays en lui-même, tu veux dire? Non, je dis que, enfin, en Afrique du Sud, il y avait une situation comparable. Hein? Il y avait une minorité de blancs et une majorité de noirs. La minorité de blancs installait un régime d'apartheid. Tout le monde trouvait ça odieux. Donc la minorité de blancs a dit nous allons donner aux noirs leur État. On a créé les Bantoustans. Ce sont les Israéliens qui sont venus créer les Bantoustans en Afrique du Sud. À l'époque, tous les grands progressistes israéliens dont on nous a parlé par la suite faisaient partie de cette opération. Monsieur Rabin et tout ça. Hein? Donc, ils ont été créés, ces Bantoustans. Et après, l'État d'Afrique du Sud a dit nous, on n'est pas responsable des Bantous, ils ont leur pays à côté. Bon, alors,
C'est sûr que c'est pas très viable, mais bon, ils ont leur pays à côté. S'ils ont des problèmes, c'est le leur. Et quand ils viennent travailler chez nous, on les reçoit comme travailleurs étrangers. C'est ce qu'ils ont dit. C'est la même situation aujourd'hui en Israël. Et pour cause, c'est les mêmes personnes qui ont créé les deux cadres. Mais l'Afrique du Sud a évolué par la suite, parce qu'il y a eu à la fois un dirigeant intelligent chez les Blancs et un dirigeant intelligent chez les Noirs. Et à la fin, on a dit, nous ne sommes qu'un seul pays et non pas deux, et dans ce pays, un homme égale une voix. C'est l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Et on n'a pas vu, contrairement à ce que tout le monde croyait, on n'a pas vu que les Noirs se soient mis à massacrer les Blancs, pas du tout. Jamais. Ouais, mais... Donc l'avenir d'Israël, c'est pas deux États, c'est ridicule cette histoire. D'ailleurs, ces deux États ne sont pas viables, ni l'un ni l'autre. L'État d'Israël ne vit que parce qu'il est subventionné en permanence de l'étranger. Et l'État palestinien, alors là, c'est une catastrophe permanente. Donc, il faut rétablir un seul État, et dans cet État, un homme, une voix. Et qu'il y ait une majorité qui soit musulmane ou chrétienne par rapport à une minorité qui soit juive, ben, c'est un fait. Et alors? Ouais, mais les Juifs ne voudront pas vivre sous le joug des musulmans et inversement. C'est ça ça pose problème. Mais enfin, ça marchait très bien avant. Ça marchait très bien avant. Ouais, mais... Avant, les populations étaient mélangées. Avant, il y avait beaucoup de juifs qui vivaient dans le monde musulman. Mais est-ce qu'il n'y avait pas la loi ottomane aussi, justement, à l'époque de l'Empire ottoman, et qui était au-dessus de tout? Finalement, tout le monde se soumettait à cette loi-là, y compris et justement les juifs. Alors, actuellement, la principale communauté juive dans le Grand Moyen-Orient, elle est en Iran. En Iran, ouais. En Iran. Et ils ne se plaignent pas là-bas, hein. Ils ne sont pas malheureux. Et on ne leur demande pas de payer un impôt et tout ça. Hein. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que ce soit un islam chiite en Iran et pas sunnite, justement? Parce qu'on a l'impression que chez les chiites, il y a un peu plus d'ouverture, j'ai l'impression, alors que chez les sunnites, ça paraît un dogme beaucoup plus... alors, globalement, c'est vrai, mais individuellement, c'est faux, cette histoire-là. D'accord. Parce que, effectivement, en Iran, on constate ça, mais dans le reste du Moyen-Orient, on n'ose pas imaginer aujourd'hui, ça se passerait pas très bien pour les communautés juives dans les autres pays, quoi. Ce serait, enfin, je sais pas, non. Ici, en Syrie, il y avait une importante communauté juive, et c'est l'État d'Israël qui a appelé tous ces juifs à venir en Israël. Bon, ils ont accepté, hein, et l'État ici a conservé leur propriété et interdit qu'on y touche parce qu'on attend le retour des Juifs ici. En Syrie? Oui. Par exemple. Ah, oui. On attend, ils sont toujours citoyens syriens, même s'ils sont partis là-bas en Israël. Et on garde leurs affaires et on interdit d'y toucher. C'est pour eux. D'accord, oui, parce que... D'accord. Bah, ils sont sympas, les Syriens. Ils sont vraiment... ils ont comment dire, une haute vision d'eux-mêmes. Mais bon, mais Israël, si, on va dire, demain, ils seront lâchés par... Imaginons que les États-Unis lâchent du lest. Eux aussi vont devoir lâcher du lest en interne, en fait. Ça va être... il va y avoir un effet domino, puisque si les États-Unis lâchent un peu Israël, on peut s'attendre à quoi? Au contraire, qu'ils deviennent vraiment agressifs, ou alors, au contraire, ils vont lâcher du lest aussi. Ils n'auront pas le choix. Moi, je pense que l'époque a évolué, que la population israélienne n'est plus celle qu'elle était au départ. Au départ, c'était des gens qui venaient coloniser une terre dans l'esprit de la colonisation du 19e siècle, même si ça s'est passé à la moitié du 20e, mais c'était le même esprit colonial. On n'avait pas encore décolonisé le monde, ça n'est arrivé qu'après la décolonisation. Hein. Nous, la France, on a conservé l'Algérie coloniale jusqu'en 63. 62, ouais. 62. Donc, l'État, la logique coloniale de cette époque-là, elle n'a pas pu être conservée jusqu'à maintenant. La plupart des gens qui habitent aujourd'hui en Israël sont nés en Israël. Ils sont nés là-bas. Donc, il n'est pas question de les mettre dehors. Il n'y a pas de dehors où ils puissent aller.
Ce sont des gens qui appartiennent à cette terre. Et ça, je pense, ça fait évoluer le discours politique. Alors, je sais bien que, pour toutes sortes de raisons, l'actuel gouvernement, celui de M. Netanyahou, continue à tenir un discours complètement abracadabrantesque, là, se réclame d'un rabbin qui prétend vouloir assurer la suprématie juive et tout ça, mais ce gouvernement, même s'il donne un sentiment de sécurité aux Israéliens, ne les représente pas. Donc ça veut dire vraiment Israël, il va y avoir des mouvements, des grosses turpitudes Normalement, aussi, dans les années ça aurait à dû venir. ça aurait dû avoir lieu aux dernières élections législatives. Et si vous vous souvenez, la quasi-totalité des officiers supérieurs à la retraite ont constitué une association pour lutter contre M. Netanyahou. Donc Oui, normalement, il n'aurait jamais dû être élu avec tous ces gens-là en face de lui. Bon, pourtant, voilà, il a réussi à être élu parce qu'il a joué sur la peur des gens, parce qu'il a eu un subventionnement particulier, parce qu'il a certains appuis économiques et qu'il avait certains appuis à l'étranger. Bon. Mais ça ne va pas durer. C'est pas possible que ça dure. Ouais. Forcément, donc changement partout, en fait, à l'horizon. En fait, 2017 va être une grande année de changement. C'est ça qu'on peut... Ah, probablement, oui. Probablement. Ben, écoute, merci beaucoup Thierry, on arrive à la fin de l'émission. Hein, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Voilà, merci beaucoup encore pour cette entrevue. Voilà, en direct de Damas. Et encore, j'espère qu'on en aura d'autres, bien sûr. Tu es toujours le bienvenu sur l'antenne. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Thierry. Je vais dire un grand merci. Voilà, merci à la régie, merci aux modérateurs connectés, ils sont un peu plus nombreux. Ah bah oui, tout à l'heure, ils croyaient qu'il n'y avait pas d'émission. Mais en fait, si, il y avait des émissions, mais il y a eu un problème de stream à un moment donné. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous, merci à la régie, merci aux modérateurs. Et on se retrouve mercredi avec Charles Robin. Voilà. Donc, en tout cas, vous le savez très bien, forcément, si vous écoutez ce message, c'est que forcément, vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.